Salut Pissom. Vous savez, au début je voulais simplement parler de l'Alsace en 1918 et de sa transition de l'Allemagne vers la France. Puis je me suis dit que c'était dommage et que pour mieux comprendre cette transition, il fallait que je parle de la Grande Guerre en Alsace. Et finalement, comment parler de la Grande Guerre en Alsace sans parler de l'Alsace telle qu'elle apparaissait avant 1914? C'est donc par ça que nous allons commencer. L'Alsace avant la Première Guerre mondiale. Comme toujours, il faut savoir replacer les choses dans leur contexte. Et le contexte commence en 1871. Suite à la guerre qui a opposé la France à la Prusse et à ses alliés de septembre 1870 à février 1871, la France a cédé une partie de son territoire. Le bénéficiaire a été le tout nouvel empire allemand, Deutsches Reich. Ce nouvel empire allemand avait été proclamé par la Prusse et ses alliés allemands au château de Versailles dans la Galerie des Glaces le 18 janvier 1871. Les territoires cédés sont les suivants: la totalité du Bas-Rhin, la totalité du Haut-Rhin, mis à part le territoire de Belfort, 18 communes du département des Vosges, les 3/4 du département de la Moselle et 1/4 du département de la Meurthe. Cet ensemble forma ce que l'on appela le Reichsland Elsass-Lothringen, Reichsland voulant dire terre d'empire, que l'on appellera indifféremment Alsace-Lorraine, Elsass-Lothringen ou Alsace-Moselle actuelle. Plusieurs noms pour un même ensemble, en somme. L'image que l'on se fait de l'histoire du Reichsland entre 1871 et 1914, c'est celle de territoires et d'habitants opprimés, soumis au joug de la barbarie et de l'oppression allemande, et qui n'attendent que le retour salutaire de la France. Et pourtant, la réalité est bien plus nuancée qu'on ne le croit. En 1914, l'Alsace n'a plus rien à voir avec celle de 1870. Elle a beaucoup changé et ne se porte même pas si mal. Elle se porte même ziemlich gut. Du point de vue économique, l'Alsace connaît de grands changements positifs. Après une inévitable réorganisation entre 1871 et 1980, du fait que l'Alsace s'est vue coupée du marché économique français et a dû s'adapter au marché économique allemand, elle connaît un bond économique rare dans son histoire. Les infrastructures se développent, notamment le chemin de fer qui passe d'un réseau de 700 km en 1871 à 1900 km en 1910. D'ailleurs, le trafic ferroviaire augmente de 680% et celui du transport de passagers de 500%. Le Rhin est aménagé pour le rendre plus navigable dans son bassin supérieur, tandis que Strasbourg, dont le port fluvial se trouvait encore au centre-ville, se dote d'un port fluvial moderne. D'abord port de l'Hôpital en 1882 avec le creusement du Umleitungskanal, reliant le canal de la Marne au Rhin au canal du Rhône au Rhin, puis agrandi en 1892 par le Metzger-Tor Hafen, puis du port au pétrole en 1894. Ces mesures firent passer le trafic du port de Strasbourg de 36 000 tonnes en 1893 à 700 000 tonnes en 1905, puis à 2 millions de tonnes en 1913. Toujours pour rester dans l'aménagement, c'est à partir de 1880 que l'aménagement électrique prend son essor. Tout d'abord dans les grandes villes comme Mulhouse et Strasbourg, puis progressivement mais rapidement dans les petites villes et dans les campagnes. Elle devient la force motrice principale dans les usines et remplace la traction animale en ville dans les transports publics, tandis que l'éclairage public s'électrifie. De manière générale, avant 1914, la plupart des villes et même des communes rurales sont équipées de réseaux d'électricité, d'eau courante et de gaz. C'est d'ailleurs en 1899 que naît Électricité de Strasbourg sous le nom de Elektrizitätswerk Strasbourg, qui vendit à peine 3 millions de kilowatts en 1900, alors qu'en 1914, elle vendait plus de 32 millions de kilowatts. C'est également à cette époque que se développe l'industrie agroalimentaire, et si les cultures traditionnelles comme celle des céréales, du lin, du chanvre ou de la vigne marquent le pas après 1870, ce n'est pas le cas des cultures comme le houblon, qui atteint les 4600 hectares de terres cultivées en 1907, ou encore la betterave sucrière, ou alors encore l'élevage en général. Le développement de la culture du houblon se fait en accompagnement de l'essor des brasseries industrielles. Si effectivement le nombre de brasseries a diminué dans le Reichsland, passant de 299 en 1880 à 106 en 1899, les brasseries restantes produisent quelques 1 400 000 hectolitres de bière en 1912.
Un autre exemple, c'est la création de la sucrerie d'Erstein en 1893 sous le nom de Elsässische Zuckerfabrik et qui favorisa la culture des betteraves sucrières. Dans l'ensemble, l'agriculture en Alsace se modernise et se mécanise. Elle doubla sa production entre 1871 et 1910. En 1914, l'industrie alsacienne avait digéré le ralentissement économique des années 1873 à 1896. Depuis, elle était devenue une des plus performantes d'Europe, avec une industrie textile restant de première importance en Haute-Alsace, malgré un ralentissement de ses activités. Le secteur industriel restait majoritairement dirigé par les grandes dynasties familiales industrielles alsaciennes, qui se sont affirmées au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, entre autres les deux Dietrich, Schlumberger, Dollfuss, Koechlin, etc. Même si, pour la plupart, leurs entreprises deviennent des sociétés anonymes, ce qui veut dire qu'elles entrent en bourse et deviennent des sociétés par action. Comme par exemple pour Dollfuss MIG et compagnie en 1890. Ce qui ne veut en revanche pas dire qu'elles échappent aux familles industrielles, vu que ces dernières conservaient la majorité des actions. C'est dans ce contexte que naît un futur géant industriel en 1872, résultat de la fusion entre l'atelier de construction mécanique André Koechlin et compagnie de Mulhouse et l'établissement de construction mécanique de Strasbourg. Le géant industriel né de cette fusion prit le nom d'Elsässische Maschinenbau Gesellschaft Grafenstaden, la SACM, basée à Illkirch-Grafenstaden et à Mulhouse, et ouvrit même une filiale à Belfort en 1878 sur le sol français, filiale qui devint indépendante en 1913. Elle employa près de 5200 ouvriers sur toute l'Alsace et en plus de sa production de locomotives à l'échelle européenne, se diversifia dans la conception et la production de machines industrielles. Il en va de même en ce qui concerne les nouvelles technologies de l'époque, comme la construction automobile. La société de Dietrich avait commencé à fabriquer des voitures dès 1893, mais son retrait de cette affaire en 1905 ouvrit la voie à deux de ses anciens employés qui fondirent deux marques alsaciennes de voitures. En 1905 est fondée la marque de voitures Matisse par Émile Matisse, d'où le nom de la marque, qui produisit des voitures à Strasbourg jusqu'en 1940, mais aussi et surtout en 1909, fondée par un ancien associé de Matisse, la marque Bugatti, fondée par Ettore Bugatti. Encore une fois, d'où le nom de la marque, mais vous avez compris le principe. Spécialisée dans la conception de voitures d'exception et qui produit encore des voitures de nos jours. La ville de Mulhouse fut également le lieu de naissance d'Aviatik GmbH en 1909, entreprise spécialisée dans la construction d'avions, faisant de Mulhouse un des berceaux de l'aéronautique mondiale. Oui, rien que ça. L'industrie chimique, essentiellement destinée à la production textile et dominée notamment par la famille Scheurer-Kestner-Hattan, connaît un nouvel essor après plusieurs années de marasme. Elle se diversifia notamment dans le développement photographique à Mulhouse avec la firme Braun, Clément et compagnie, qui fut en 1900 la plus grande manufacture de travaux photographiques d'Europe, qui eut des succursales de vente jusqu'à Paris et même jusqu'à New York. Mais également l'exploitation du sous-sol avec la production pétrolière dans le nord de l'Alsace, à Pechelbronn, pourtant exploitée depuis 1735, qui vit la découverte de nouveaux gisements de pétrole dans les années 1880. La production d'huile brute passa de 6181 tonnes en 1889 à 46 911 tonnes, son plus haut rendement en 1913. Et surtout, en 1904, sous l'impulsion d'Amélie Zurer, est découvert un gisement de potasse d'excellente teneur dans le Haut-Rhin, la potasse étant un élément chimique clé dans la conception d'engrais agricoles. L'exploitation du gisement débuta en 1910 et en 1913, il fut extrait près de 350 000 tonnes de sel potassique brut. L'exploitation du bassin ne cessa définitivement qu'en 2002. On peut souligner également le développement de banques classiques qui ont vu la création de nombreuses banques locales comme la Banque de Mulhouse, la Banque d'Alsace et de Lorraine, Sogénal et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine par un patronat alsacien-lorrain avant tout soucieux de ne pas dépendre de banques allemandes. Mais il y a plus important, une petite révolution que le service bancaire connaît à cette époque. Il s'agit de la généralisation des caisses mutuelles dans la région. Le système des caisses Raiffeisen en est un des plus brillants exemples, puisque l'actuel Crédit Mutuel en est l'héritier direct. Existant en Prusse rhénane depuis 1854, le système des caisses Raiffeisen aide le monde rural à endiguer le problème de l'endettement paysan. Il s'implante en Alsace et, après des premières tentatives infructueuses, fonde en 1882 sa première caisse pérenne à la Vansenau. Les caisses Raiffeisen se développent rapidement. Après la caisse de la Vansenau, 17 nouvelles caisses ouvrent la même année dans le Reichsland. En 1892, elles sont au nombre de 127 et en 1914, elles sont 471. Mais malgré l'amélioration du niveau de vie dans les campagnes, la période du Reichsland vit également une accélération de l'exode rural
et donc le développement des villes qui augmentent en population et en superficie. Mulhouse, par exemple, est passé de 52 900 habitants à 95 000. Colmar est passé de 23 300 habitants à 43 800 habitants. Et Strasbourg de 85 000 à carrément 180 000 habitants. La plus grande partie de ces nouveaux venus, c'était surtout de la population rurale qui venait s'installer en ville, ce que l'on appelle l'exode rural. Mais il y avait également une part non négligeable d'émigrés venus de ce qu'on appelle la Vieille Allemagne. La Vieille Allemagne, c'est ce qui correspond en gros au Reich allemand, moins l'Alsace-Lorraine, et ces émigrés sont par conséquent nommés les Vieux Allemands ou Altdeutschen. Ils viennent s'installer en Alsace durant cette période et représentent une fraction non négligeable de la population. En 1905, ils représentaient 7,5% des Haut-Rhinois, 13% des Bas-Rhinois, et en Moselle actuelle, c'est même un habitant sur 4 qui était Altdeutsch. En 1905, ils étaient donc près de 282 000 dans tout le Reichsland, sur à peu près 1 816 000 habitants, soit 15,5% de la population d'Alsace-Lorraine. Et si Strasbourg concentrait le plus grand nombre d'émigrés allemands, qui représentait 28% de sa population en 1910, soit 50 000 Altdeutschen, à Metz, cette même catégorie était devenue plus nombreuse que les Messins eux-mêmes dès 1890, formant 53% de la population de cette ville qui comptait 68 500 habitants en 1910. D'ailleurs, parlons-en des villes qui se modernisent, et tout particulièrement Strasbourg, qui passa de simple siège de préfecture du Bas-Rhin à capitale du Reichsland Elsass-Lothringen. Pour bien marquer le passage de son ancien statut au nouveau, et en faire la vitrine de l'Allemagne vis-à-vis de la France, elle dépasse les anciennes fortifications de Vauban et doubla de superficie. Pour accompagner ce changement, de nombreuses constructions de prestige sortirent de terre. Le Kaiserpalast, la bibliothèque universitaire, le Landtag Elsass-Lothringen ou Parlement d'Alsace-Lorraine si vous préférez, l'hôtel des postes, la gare, le palais universitaire qui sont les exemples les plus représentatifs. L'hôpital civil de Strasbourg est agrandi et se modernise, et la ville se dote d'un réseau de tramways urbains, d'abord tiré par les chevaux, puis électrifié. Ce réseau de tramways ne cessera de se développer jusque dans les années 1950. La municipalité de Strasbourg ne se contenta pas d'une simple extension de sa surface bâtie et d'une petite modernisation. En 1910 débuta le chantier de la Grande Percée, sous des couverts de facilitation de la circulation et d'insalubrité de ce quartier, chantier qui se prolongea d'ailleurs après la Première Guerre mondiale. Les habitants expulsés par le réaménagement furent relogés dans la cité-jardin du Stockfeld qui fut construite entre 1910 et 1912. Ce n'est d'ailleurs pas la seule réalisation dite sociale de cette époque. Le 1er août 1908 furent inaugurés les bains municipaux de Strasbourg, qui avaient avant tout une vocation sociale et hygiéniste, la plupart des ménages de la ville n'étant pas forcément dotés de l'eau courante, tout en offrant un équipement sportif à la population. Et en 1906 débutèrent également les travaux de l'agrandissement de l'hôpital civil, dépassant le limite sud des fortifications. Mais le progrès social ne s'arrêta pas aux constructions et aux aménagements urbains. C'est durant cette période allemande que les Alsaciens et les Mosellans ont obtenu de nombreux droits sociaux qui ne firent leur apparition en France qu'après la guerre. Je sais ce que vous pensez, mais non, pas après la Première Guerre mondiale. Ces mêmes droits sociaux ne firent leur apparition en France qu'après la Seconde Guerre mondiale. Entre 1877 et 1914, l'Empire allemand modernisa sa législation, entraînant le Reichsland avec lui. De nouveaux droits sociaux firent leur apparition, comme les caisses de maladie obligatoires, les assurances obligatoires en accident et invalidité vieillesse, le code professionnel, l'aide sociale, le domicile de secours, la réglementation du travail des mineurs, le repos dominical et les assurances sociales. Ces lois, avec l'ensemble des lois françaises d'avant 1871 qui furent conservées, comme la loi Fallou et le Concordat, les mesures votées par le corps représentatif alsacien-lorrain, ainsi que des dispositions concernant les chambres de commerce, la chasse, les associations, l'artisanat, les notaires, les huissiers, le droit communal, etc., forment ce que l'on appelle encore aujourd'hui le droit local alsacien-mosellan.